ce plateau télé de la pause est consacré à la gestion des risques au bloc opératoire avec différentes personnalités impliquées dans ce sujet majeur, qui sont l'incontournable professeur Bertrand Millat, ici présent, Madame Ulrich, et en Medtronic, qui sont impliqués également à différents degrés dans la sécurité des soins, et puis un représentant des assurances, M. Devalmont, qui représente la CHAM. Enfin, donc je laisse la parole à chacun de s'exprimer et je passerai dans les rangs avec le micro pour donner la parole à ceux qui le souhaitent. Merci Denis. Donc j'ai répondu à cette sollicitation de faire un plateau télé sur la gestion des risques au bloc opératoire parce que ça correspond à un investissement important et notamment à l'activité de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive qui est depuis maintenant 10 ans l'organisme en charge de l'accréditation individuelle des chirurgiens et donc de la gestion des risques. Et donc, en introduction, on prendra chacun la parole 3 ou 4 minutes. Et puis après, tu animeras, il y aura des questions. Mais je pense qu'en introduction, peut-être, je voudrais insister sur un travail qui a été fait dans le cadre de la fédération qui concerne précisément les relations entre anesthésistes et chirurgiens et qui donc est centré sur l'activité du bloc opératoire. Et de ce travail qui est disponible et téléchargeable sur le site de la Haute Autorité de Santé, je voudrais sortir 3 notions. La première, c'est un peu trivial, mais c'est la notion du dossier du patient. Dossier du patient qui doit contenir la totalité des informations, et qui doit être accessible à tout le monde. Le dossier appartient au patient, le dossier doit être là où est le patient. Et donc, ce dossier, c'est un vecteur de la qualité, de la sécurité de la prise en charge. Et quand je dis qu'il doit contenir la totalité des informations, ça a un corollaire qui est de dire qu'on doit vérifier avant tout acte opératoire qu'il y a la totalité des informations disponibles. Et en contrepartie, s'il n'y a pas la totalité des informations disponibles, il faut accepter ce qu'on appelle des no-go, c'est-à-dire de ne pas faire si on ne dispose pas des informations nécessaires. Ma deuxième remarque, elle concerne l'équipe, parce que vous savez qu'il est assez classique de dire qu'au bloc opératoire, on travaille en équipe. L'expérience montre que c'est des équipes un peu élastiques, c'est-à-dire que finalement, elles ne sont pas forcément très stables, elles ne sont pas forcément tout à fait coordonnées en matière d'organisation du travail. Et à chaque fois qu'on me pose la question de la définition d'une équipe, c'est toujours la même notion qui me revient à l'esprit, c'est la solidarité par rapport au résultat. C'est-à-dire, je pense que travailler en équipe, ça veut dire que la totalité des personnes qui contribuent sont solidaires par rapport au résultat attendu. Et coordonner une équipe, fabriquer une équipe, c'est se soucier de faire en sorte que toutes les personnes avec qui on travaille, quel que soit leur niveau de responsabilité dans l'activité opératoire, toutes les personnes avec qui on travaille sont solidaires par rapport au résultat. La troisième notion, et je conclurai là-dessus, c'est parlant du bloc opératoire. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de la checklist au bloc opératoire. Cette checklist comporte un certain nombre de temps et je voudrais insister pour conclure sur le temps numéro 3 de la checklist. Le temps numéro 3 de la checklist, c'est la coordination en fin d'intervention entre anesthésistes et chirurgiens sur les soins post-opératoires. Et c'est devenu un temps absolument crucial en matière de sécurité, puisqu'on sait très bien que les hospitalisations sont de plus en plus brèves. Et donc, l'organisation des soins qui est faite en fin d'intervention, elle doit anticiper ce qui va se passer dans les 24-48 heures qui suivent. Et donc, ce temps 3 de la checklist, quand on analyse dans la fédération les événements indésirables qui sont signalés, pratiquement dans les 2 tiers des cas, c'est une insuffisance ou un non-respect du temps 3 de la checklist. C'est-à-dire que ce qui devait être fait n'a pas été précisé, les responsabilités ne sont pas fixées, et je pense qu'une bonne façon d'améliorer la gestion des risques au bloc opératoire, c'est de commencer par respecter les outils existants, et notamment le temps 3 de la checklist.
Bonjour. Donc, nous avons une position en tant qu'industriel pour la prévention des risques liés à l'utilisation des dispositifs médicaux. Mais ça passe par une première chose, par la formation technique et par la formation de nos équipes de force de vente. Ça, c'est le premier point le plus important. Ensuite, pour assurer une bonne formation à l'utilisation de nos dispositifs, sur site, ça passe par les formations auprès des utilisateurs, des infirmières de bloc opératoire, des chirurgiens. Mais aujourd'hui, quand il y a une utilisation, que ça soit d'un dispositif d'agrafage ou autre, ça passe évidemment par la main du chirurgien, mais nous, industriels, nous devons de former toutes les équipes, toutes vos infirmières de bloc opératoire, afin qu'il n'y ait pas de surprise quant à l'utilisation d'un nouveau dispositif. Et ça, c'est super important, parce qu'on voit bien qu'il y a... Alors, il y a un troisième point important, c'est que nous devons de suivre tout le suivi des matériaux-vigilance, mais on voit bien que 98% des matériaux-vigilance, sont liés à l'utilisation du dispositif. Et c'est important, toujours par le biais des formations des infirmières de bloc, de s'assurer de la bonne utilisation du dispositif pour éviter ces problématiques de matériaux-vigilance. En même temps, notre rôle, c'est de mettre en place des actions correctives sur ces problèmes. Je vous interromps une minute, mais vous voulez donc dire qu'il est inimaginable maintenant que du matériel puisse être utilisé sans avoir une phase de démonstration préopératoire, et c'est qu'un apprentissage de l'équipe paramédicale et aussi de l'équipe chirurgicale. Et la découverte in situ, extemporanée du matériel est maintenant quelque chose d'inadmissible. Vous avez très très bien transcrit ce que je voulais dire, absolument. Et puis un point, c'est aussi très important de la part de nous industriels, c'est le respect de tous les protocoles, tout le suivi, que ça soit la traçabilité, la stérilisation, c'est de suivre tous les protocoles dans vos établissements. Voilà. Et puis ça passe aussi par l'organisation de formations sur des techniques chirurgicales, sur les formations, sur les mises en place de RAC. Il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, le plus important, il me semble, c'est les formations de toutes les équipes. Voilà. Merci. Ouais, ça fonctionne. Il y a environ 6 500 000 interventions chirurgicales en France chaque année et environ 7 500 réclamations indemnitaires, des contentieux, quelle que soit la forme qui lui est donnée, dont une partie seulement est liée au passage au bloc chirurgical. Donc, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Mais quand même, avec un risque d'accident médical, chirurgical, au bloc opératoire de 1155 pour 1 million de procédures. Dans le même temps, l'aviation civile a baissé son risque à 0,22 par million de procédures, c'est-à-dire par million de vols. Bien sûr, vous allez me dire qu'on ne soigne pas des avions, mais des êtres humains, ça ne nous a pas échappé, et que la comparaison a ses limites. Mais moi, je vous réponds, attendons d'être sûrs d'avoir atteint cette limite pour abandonner la comparaison, et en attendant, apprenons de ce que l'on peut apprendre de l'aviation civile. Entre le moment où, dans les années 60, l'aviation civile a mis la sécurité des vols au centre de ses préoccupations, et aujourd'hui, c'est-à-dire en une cinquantaine d'années, elle a diminué son accidentologie, elle a divisé son accidentologie par 400. Alors même si nous arrivons à diminuer ce risque, nous, chirurgical, par 40, par 10, nous aurons fait de grands progrès. La bonne nouvelle, c'est que ça ne fait pas si longtemps que le risque médical, enfin que la sécurité des soins est vraiment au centre de nos préoccupations. On peut peut-être dater ça de la première version de l'accréditation. Et que donc nous avons, ça fait une quinzaine d'années, on a une bonne marge de progression devant nous. Si la technologie a permis d'améliorer la sécurité aérienne, les grandes avancées réalisées dans ce domaine sont liées à la compréhension des facteurs humains qui ont largement contribué. Selon John Donnet, directeur de l'aviation pour les États-Unis chez AGCS, les accidents d'avion sont une chaîne d'événements qui impliquent presque toujours un élément lié à l'erreur humaine. Et il continue en affirmant, et ça se rapproche de notre sujet, la culture de la sécurité dans le secteur aérien a profondément changé au cours de ma carrière.
La formation des pilotes s'effectue dans un cadre plus contrôlé, plus professionnel, et le développement de la formation continue, avec le développement de la formation continue. L'utilisation et l'amélioration technique des simulateurs de vol ont constitué l'un des plus grands changements auxquels j'ai assisté dans ma carrière. Est-ce que cela ne résonne pas aujourd'hui avec le secteur de la santé ? Car nous aussi, assureurs en RC médical, nous constatons que la plupart des accidents médicaux sont liés à une erreur humaine, à un facteur humain, et que ne nous sommes pas entrés dans l'ère de l'accréditation d'équipe, des formations par simulation, du medical team training ou du crew resource management. Nous avançons dans la bonne voie, celle de la protocolisation avec la fiche de bloc, du pré-briefing job, de la formation par simulation, etc. Il faut continuer ces démarches pour qu'elles paraissent totalement naturelles et automatiques pour les futures générations de médecins. En parallèle du facteur humain, il faut aussi compter sur la technologie et l'innovation pour diminuer le risque au bloc chirurgical, à condition là encore que le facteur humain ne vienne pas contrarier les progrès de la technologie, que l'innovation soit bien comprise, bien intégrée, bien appropriée. Aux soignants de travailler sur l'interface avec les machines qui vont être mises à disposition par l'innovation, par les start-upers, les investisseurs dans l'innovation, de bien les comprendre, de savoir quoi faire quand la machine rend les clés et de savoir réagir aux accidents liés aux machines. Et c'est tout l'axe de formation des pilotes de ligne aujourd'hui, c'est de savoir quoi faire quand l'avion rend les clés. Voilà. Lorsqu'il y a un contentieux que nous sommes amenés à gérer en tant qu'assureur, sur quoi l'expert pourra-t-il s'appuyer pour découvrir ce qui s'est réellement passé au bloc, étant donné que le patient, lui, ne se rappelle que d'un grand trou noir lié à son anesthésie générale. Sur le dossier patient, bien sûr, il faut que celui-ci soit rempli avec suffisamment d'attention pour que l'expert puisse y retrouver les éléments nécessaires à son appréciation de la prise en charge. Je vois dans l'automatisation du recueil de données une belle occasion de rapprocher la technologie des besoins des soignants et des patients. En attendant, et pour conclure, j'insiste très fortement sur la nécessité absolue de tracer tout ce que vous faites dans le dossier patient. Ce qui n'est pas tracé est réputé non fait. Tracer vos actions dans le dossier patient, c'est assurer les patients de bons soins et en même temps que de vous assurer à vous une bonne protection médico-légale. Merci. Donc on a parlé de culture de l'écrit, c'est effectivement important. On a parlé d'équipe aussi. Les équipages d'avion sont un petit peu différents des équipes chirurgicales, en ce sens que les équipes chirurgicales elles sont éminemment mouvantes dans le temps, avec une composition qui est variable, avec des renouvellements d'internes, des renouvellements d'assistants, et même au sein d'une même intervention, du personnel qui peut changer en fonction des horaires. Oui, sauf qu'en cours de vol, le pilote et le copilote restent toujours à bord. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Est-ce qu'il y a un modèle à apprendre des autres disciplines, des autres spécialités qui sont engagées dans les procédures de sécurité? Il y a un très beau poster qu'avait fait une responsable de la qualité des soins du CHU d'Angers, dont j'ai oublié le nom, voilà, avec les 10 éléments qui viennent de l'aviation et qui peuvent servir au bloc chirurgical. Et notamment, il y avait un point très important sur lequel elle insistait, c'était le pré-briefing job. C'est-à-dire que se garder un instant avant de démarrer l'intervention avec l'ensemble des membres de l'équipe pour dire ce qu'on va faire, qui va faire quoi, dans quel ordre on va le faire, quelles vont être les difficultés auxquelles on risque d'être exposé, quelles sont les particularités du patient. Et ça, ce petit moment de pré-briefing job qui est personnalisé en fonction de l'intervention de l'équipe et aussi du patient qui va être opéré, c'est un point qui est très important et qui mériterait d'être développé. Est-ce qu'il faut le tracer par écrit? Tout ce qui peut être tracé doit être tracé. Tout ce qui est fait doit être tracé. Et s'il y a un pré-briefing job qui est fait et qu'il n'est pas marqué dans le dossier, il sera considéré comme non fait. Donc oui, il faut le tracer. Je crois que ça devait être Marie-Christine Moll dont tu voulais parler. Je pense que la question, tu évoques à juste titre le fait que les équipes sont mouvantes. Mais j'ai souvent posé la question et j'ai toujours eu une réponse négative. Nous entreprenons des interventions qui sont souvent complexes et parfois longues. Et il y en a une qui est relativement emblématique. Par exemple, c'est la duodénopancréatectomie céphalique. J'ai posé un nombre de fois considérable la question. Le jour où vous commencez une intervention de duodénopancréatectomie céphalique,
Combien de fois avez-vous posé au premier aide avec lequel vous allez passer 5 heures ou 6 heures au cours de cette opération, ce qu'il allait faire si survenait au cours de l'opération certaines complications, par exemple un arrachage d'une collatérale de la veine porte. J'ai jamais eu de réponse positive en disant ben voilà, je lui ai expliqué que c'était ça qu'il fallait faire. Or, il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire dans ce genre de circonstances. Donc voilà, typiquement, une façon de créer une équipe, c'est s'assurer au départ qu'en fonction de ce qui peut arriver au cours de l'opération, eh bien, on a standardisé, on s'est mis d'accord avec la personne avec qui on travaillait sur ce qu'on ferait. Et pour l'utilisation du matériel, est-ce qu'il y a aussi des procédures de rattrapage à prévoir en cas de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation de matériel? De rattrapage. On pense à la pince agrafeuse qui n'agrafe pas, qui se coince. Ça, c'est la pire des situations, l'agrafage bloqué. Oui, mais c'est la sécurité aussi, on parle de gestion des risques. Oui, ça ne m'est jamais arrivé, fort heureusement. Mais après, ça passe encore par la formation. Mais là, après, c'est la matériovigilance. Moi, je voudrais savoir quels sont les indices de mesure d'une politique de gestion des risques efficace. Est-ce que c'est la simple réduction de la morbimortalité, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres indices de performance qui permettent d'évaluer les conséquences de ce qui est fait dans cette direction-là? La réponse, elle est très simple. Une politique de gestion des risques, il ne suffit pas qu'elle existe. Pour qu'une politique de gestion des risques soit efficace, il faut qu'elle soit proactive. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque instant, elle se met en situation de s'évaluer et de s'améliorer. Et l'outil de ça, c'est l'identification des événements indésirables et leur analyse. Il est évident que tous les jours, à tout moment, peuvent survenir des événements indésirables. Le pire qui peut se passer, c'est de les négliger, de ne pas les analyser. Parce qu'une erreur qui n'est pas traitée, ça veut dire que c'est une erreur qui va recommencer. Et donc, la vraie politique de gestion des risques, c'est d'avoir un système d'identification des événements indésirables efficace et de prendre le temps de les analyser pour produire sinon des recommandations, du moins des façons d'être ou des façons de faire qui éviteront que les événements qu'on a constatés se reproduisent. Je pense que le mot le plus important dans ce que tu viens de dire, c'est proactif. C'est-à-dire, c'est une marche en avant permanente qui est vertueuse en elle-même, mais qui ne s'arrête pas et il n'y a pas d'étape franchie à partir desquelles on peut s'interrompre. Oui, il faut arriver à être en avance sur l'accident. Et ce qui permet d'être en avance sur l'accident, c'est justement l'analyse des événements porteurs de risques, des événements indésirables graves qui sont survenus à d'autres, et anticiper la complication, et notamment aussi dans le pré-briefing job, ça permet de garder une avance sur l'accident. Et ce qui fait que quand l'accident survient, on n'est pas démuni, on est préparé. Et ça change tout. Il y a des remarques ou des interrogations. Tiens, Pascal Mariani. Moi, je voudrais revenir sur la déclaration des événements indésirables. Je pense que c'est absolument essentiel. Et non seulement il faut les déclarer, mais ensuite, il faut avoir la structuration dans son établissement pour avoir le temps pour les analyser. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux types d'événements indésirables. Il y a les non graves qui, normalement, s'analysent en CREX. Il y a les événements indésirables graves avec la morbimortalité qui s'analysent en RMM. Tout ça doit passer, lorsqu'on parle du bloc opératoire, par le conseil de bloc. Il faut mobiliser les équipes, il faut faire des réunions. Il faut ensuite, une fois qu'on a trouvé un événement indésirable suffisamment récurrent, il faut savoir après faire un plan d'action, il faut savoir l'évaluer. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps. Mais finalement, ce que nous demandent les autorités, c'est finalement de structurer tout ça. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est finalement d'avoir c'est d'accéder à un compte qualité de l'établissement qui permet finalement répertorier tout ce travail qui est fait de manière à ce qu'on puisse montrer qu'on est dans une vraie politique proactive qui permet de faire passer des événements indésirables qui sont des risques a posteriori vers finalement quelque chose qui est du risque maîtrisé, qui est du risque a priori.
Ouais, non, je ne peux que renforcer ce qui vient d'être dit. Je pense que d'améliorer la sécurité des prises en charge au bloc opératoire, la première exigence, c'est éthique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir des malades qui se compliquent. On est là pour essayer de donner des soins dans les meilleures conditions de sécurité. Mais la deuxième remarque, c'est par rapport à ce que vient de dire Pascal, c'est de prendre le temps c'est-à-dire c'est de donner du temps à la sécurité. On est trop en face, on a trop en face de nous des interlocuteurs qui considèrent qu'il n'y a de temps que pour l'activité. Et moi je pense qu'il faudrait passer à une logique où de dire que finalement la sécurité ça prend du temps, il faudrait passer à une logique qui dit la sécurité ça gagne du temps. C'est-à-dire que respecter des procédures de sécurité, faire en sorte que des événements ne surviennent plus parce qu'on a mis en place des mesures de prévention ou d'évitement, c'est gagner du temps pour l'avenir. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on change la logique, qu'on refuse le leitmotiv qui nous est renvoyé de dire la RMM, ça prend du temps. C'est faux. La RMM, c'est gagner du temps pour les futurs malades. Alors, pour compléter, il y a un temps où on peut revenir sur les accidents, qui est peut-être pas le temps le plus agréable, mais un temps où les acteurs prennent le temps, c'est l'expertise médicale en cas d'accident. Si l'expertise est... je suis désolé. Oui, mais bien sûr, mais les expertises médicales permettent de prendre le temps de décortiquer un accident. Et si on se sert du retour d'expérience des expertises médicales, et on le fait nous par exemple au travers de points vigilance qu'on édite, qui sont des retours d'expérience d'expertise médicale. On en a fait un sur les accidents de pneumopéritoine récemment, co-signé par la FCVD. C'est une source de connaissances sur les accidents qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que vous avez des recommandations supplémentaires à donner aux équipes chirurgicales? On a parlé d'équipes, d'organisation, de culture de l'écrit. Est-ce que vous, en tant qu'assureur, avec l'expérience de voir des accidents que vous voyez défiler, est-ce que vous avez des recommandations, je dirais presque des trucs à recommander, dont nous sommes très friands? Rien de très extraordinaire en a priori. Il faut vraiment travailler, développer la notion d'équipe, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure. Vraiment, j'insiste sur cette notion de pré-briefing job. C'est hyper important, avant de démarrer une procédure chirurgicale, de prendre le temps de quelques minutes pour se poser et se dire ensemble ce qu'on va faire et auquel risque on est exposé, particulièrement du fait de la procédure qu'on va mener. Certaines sont plus compliquées que d'autres, du fait des facteurs de risque propres du patient. Et ça, c'est important. Après, pour se protéger d'un point de vue médico-légal, la traçabilité dans le dossier patient, elle est absolument essentielle. Et tant que tout ne sera pas automatisé, il faut prendre le temps d'écrire dans le dossier médical. Moi, je trouve qu'il ne faut pas limiter la politique de gestion des risques aux actes chirurgicaux. Les risques, nous, chirurgiens, nous sommes aussi exposés aux risques médicaux. Le premier, c'est l'infection post-opératoire ou l'accident thromboembolique mal prévu, mal identifié. Et donc, le bloc opératoire ne résume pas la politique de gestion des risques. Ce n'est pas le seul lieu d'une politique de gestion de risque. Sauf que sur les deux événements que tu évoques, d'une part les infections et deuxièmement les accidents emboliques, ça correspond à des prescriptions qui doivent être réglées par le temps 3 de la checklist. Ça correspond au temps de prophylaxie antibiotique et anticoagulation qui doit être respecté et fait convenablement. Donc il y a également un temps au moment de l'opération qui répond à ces événements. Oui, là, l'intervention était centrée sur le risque au bloc chirurgical, donc j'ai un peu centré mes recommandations là-dessus, mais effectivement, on voit bien que le risque lié à l'intervention chirurgicale est loin de se concentrer sur le bloc. Et maintenant, il se déplace, notamment avec la chirurgie ambulatoire, il se déplace même en dehors des murs de l'hôpital. Ouais, je pense que c'est une notion importante, c'est que on voit bien que la réflexion actuelle, c'est la prise de conscience que tout ne se résume pas à un acte à un moment donné dans une salle d'opération. Et que c'est un parcours du patient qui commence dès la consultation, dès l'identification des facteurs de risque, dès toutes les préparations qui peuvent être nécessaires, et qui se continuera après la sortie de l'établissement, au domicile, avec le respect d'un certain nombre de prescriptions, etc. Et je pense qu'on aurait tout avantage à élargir notre vision des prises en charge
et de ne pas se rester focalisé exclusivement sur l'acte et sur ce qui se passe au bloc, et avoir une vision globale du parcours, et notamment dans l'identification des événements indésirables. C'est-à-dire que si on ne se contente d'identifier les événements indésirables que sur ce qui se passe au bloc opératoire, on manque 80% de la réalité de la prise en charge. Donc il faut vraiment qu'on prenne une logique du parcours et pas de l'acte. La CPM et la Direction Générale de la Santé risquent de nous devancer là-dessus, puisque on sait qu'ils réfléchissent à la rémunération au parcours patient et non plus à l'acte chirurgical. Pascal, encore. Dernière chose, je pense que j'ai fait hier une session infirmière justement sur la gestion des risques au bloc opératoire, et en fait, en interrogeant les 50 personnes qui étaient présentes dans la salle, on se rend compte que les infirmières de bloc, leur problème c'est le retour. Et je pense que c'est très important ce que vous dites, Monsieur Millat, c'est qu'en fait, effectivement, si il y a une complication post-op, quelle qu'elle soit, qui survient, en l'occurrence encore plus en dehors de l'hôpital, il faut que finalement l'analyse de l'événement indésirable qui est faite prenne compte en fait de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les soignants, pour qu'ils comprennent que par exemple l'installation mal faite d'un patient au bloc, eh bien, ça peut entraîner des complications post-op avec la morbidité. Mais souvent, la difficulté, c'est ce fameux retour. Donc, en fait, on demande aux gens de participer, d'être aidants, de déclarer, et puis après, donc c'est toujours la même chose, il faut se parler. C'est comme tout dans la vie, il faut se parler. Il y a l'identification des événements indésirables dans ce parcours est un problème, puisque en fait, on manque beaucoup d'informations de retour et de remontée par rapport aux informations qui peuvent par exemple survenir au domicile. Et alors il y a des expériences qui sont lancées, notamment en Rhône-Alpes, il y a une expérience de RMM ville-hôpital. C'est-à-dire qu'ils font des analyses de dossiers qui impliquent le pharmacien d'officine, le médecin traitant, mais également le chirurgien qui a été en charge du patient dans l'établissement, l'anesthésiste, etc. Et ils analysent des dossiers qui se sont compliqués ensemble comme ça. Et je pense que à mon avis, c'est une voie de réflexion d'avenir, parce qu'on ne peut pas avoir une gestion des risques qui s'est centrée sur les établissements dans une politique de gestion des hospitalisations qui est la plus brève possible. C'est-à-dire que, paradoxalement, on a beaucoup développé la gestion des risques dans les établissements, mais on se met en devoir aujourd'hui de faire sortir le plus vite possible les malades. Donc la réflexion aujourd'hui pour les années à venir, c'est de dire comment allons-nous faire pour intégrer la gestion des risques après la sortie, c'est-à-dire de tous les événements qui peuvent survenir dans le parcours du patient ensuite. Oui, c'est ce que je disais, le risque se déplace, notamment avec la chirurgie ambulatoire, avec autrefois, quand un patient restait hospitalisé 3 jours, la complication à J2, elle survenait à l'hôpital. Et finalement, c'était un seul assureur, pour parler un peu de notre métier, qui prenait en charge la réclamation. Là, maintenant, la complication qui survient J2, elle peut impliquer effectivement l'infirmière libérale, le médecin libéral, le SAMU, SOS médecins, les urgences, etc. Et on se retrouve avec une multiplication des acteurs qu'on retrouve dans les sinistres, et donc qui doit se retrouver aussi dans l'analyse des événements indésirables graves et dans la notion d'équipe un peu élargie. J'avais fait l'année dernière un schéma qui a représenté la variation de la notion d'équipe en fonction des différents temps du parcours patient, et ça a intégré effectivement, après la sortie du patient, tous les acteurs de la ville. Donc on entrevoit la nécessité, avec le développement d'ambulatoire, de créer de nouveaux métiers qui sont une articulation entre les équipes hospitalières et les équipes à domicile. L'identification des événements indésirables une fois que le patient est sorti de l'établissement. Parce que pour le moment, c'est le trou noir. Il n'y a aucun système en place qui identifie les événements indésirables une fois que le patient est parti. Tout au plus, peut-être une consultation à distance ou un coup de fil si le médecin traitant est copain avec le chirurgien. Mais c'est absolument pas formalisé. Donc il faut réfléchir à une formalisation de ça, parce que sinon on manque toute une partie de la prise en charge. Non formalisé et non tracé, d'ailleurs. Très bien, je remercie. Merci aux intervenants et bonne suite de congrès. Merci.